nos intervenants de pouvoir se présenter et nous dire ce qu'ils font dans leurs activités respectives. Are you able to hear me now? Bonjour, donc je suis Raïssa Malou, responsable de projet au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, membre du panel présidentiel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la tête de l'Union africaine et la directrice de la SBL Investing in People qui organise tous les ans la semaine de la science et des technologies. Bonjour, je m'appelle Marie-Chantal Kanouda. Je suis vice-présidente en charge des affaires de la société Glencore en RDC. Il se trouve que je suis aussi présidente de la British Congo Business Group, soutenue par l'ambassade britannique. Et je suis aussi membre du conseil d'administration de la Standard Bank. Voilà. Bonjour, je m'appelle Clarisse Falanga. Je suis chef de travaux en biologie moléculaire et structurale à la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa. Je suis aussi chercheur associé au commissariat général à l'énergie atomique, le CRENCA en cycle. Je suis présidente de la fondation Femmes et STEM, qui a pour mission d'encadrer et de valoriser le potentiel innovateur des jeunes dames. Et je suis initiatrice de la plateforme Celebra Pecunia qui encourage l'entrepreneuriat féminin. Ça va. Je suis Nicole Toumba-Boitia, professeure de droit international à l'université de Kinshasa, doyen de faculté de droit à l'université William Booth, université privée, chef de département adjoint du droit international public à l'université de Kinshasa, président de la fondation Nicole Boitia, mariée, merde. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer le micro aussi de l'autre côté du podium. Présentez-vous, s'il vous plaît, mesdames. Bonjour, je suis Tissia Moukouna, fondatrice de la marque de café La Quinoise, vice-présidente nationale des jeunes entrepreneurs à la FEC, la Fédération des entreprises congolaises, et présidente de la société La Boîte. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Gladys Nzimise. Gladys Nzimise, responsable du capital humain à Bras Congo. Je suis également présidente de l'association des mamans de Bras Congo, qui en fait est une organisation qui s'occupe ou qui met en œuvre toutes les activités RSE de l'entreprise. Donc c'est un comité à part pour s'occuper de tout ce qui est mise en œuvre des activités RSE de l'entreprise. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Jemima Roubé Iraki. J'ai une compagnie qui s'appelle Iraki Solutions qui travaille en communication, formation des agents et aussi en accompagnement des investissements, surtout dans le domaine agricole. Mais je suis aussi responsable des opérations dans l'entreprise familiale Groupe Roubouillet qui travaille en construction, drilling et placement des agents. Bonjour, moi c'est Gobi Kikoufi, assistant en charge des violences basées sur le genre au bureau de Madame la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de lutte contre les violences faites à la femme. Merci beaucoup, Madame Ruth. Est-ce que vous êtes arrivée? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez nous rejoindre rapidement, s'il vous plaît? Courez, 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 c'est le leadership transformationnel. Allez, bienvenue parmi nous, s'il vous plaît. Alors, mesdames, oui, si notre keynote peut nous rejoindre, elle pourra avoir 5 minutes. 5 minutes pour le keynote, pas plus. Jenny, can you hear us? Are you with us? Hello?
Hello, Jenny, can you hear us? We cannot hear you though. Still can't hear you. I don't know. Oh, yeah, here you are. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Welcome. Thank you. Okay, so we're all waiting for you. We're giving you 5 minutes to give your keynote. How many? Say it again. 5 minutes. 5 minutes? Yes, 5 minutes. Okay, excellent. So, well, I'm very pleased to be here. Thank you so much. My name again is Jenny Dufresne. I'm coming to you from the U.S. here in Texas. It's very early here in the morning, but I'm coming to just one great meeting, and I'm very excited to have the opportunity to be here. I'm going to actually go through just a couple of really quick slides as I said here coming from Texas. A little bit about my background, talking about transformational leadership. I served for 10 years in the United States Marine Corps. For those of you who may know, the U.S. Marine Corps is one of the most rigorous of our branches of service here in the United States. And in that time, I really learned a lot about leadership and about being a woman in a predominantly male environment. And so I've taken those lessons and I went on to study at Harvard University, where I continue to refine my leadership and understanding of culture and expansion and such. I founded one of the first all-male public schools in the U.S. And then from there, I served in that capacity, in that leadership role, and building an organization that went from 35 students to 230 over the course of 6 to 8 years. I took those experiences, and then I have my current endeavor, which is training and leadership development organization. So why is all of this important? In part because we're talking about transformational leadership. I know the VRC is in the process of thinking about women's leadership, thinking about the ways that women can transform the country, really transform the people's lives, transform businesses. And so I want to just share a message that in order for women to assume the transformational leadership role, it will be very important for there to be development and investment in women's leadership. Why is it important? So a lot of women sometimes don't see themselves as leaders, and often men do not see women as leaders. But what is leadership? Leadership is the ability to inspire, to engage, to direct people to accomplish goals. Now, if you look around you in the room today, every woman who is there is a leader. Every single one, because every single one of you engages, you direct, you inspire people to get things accomplished. Am I correct? Right here, clap, right here, no. Am I correct? So it is very imperative for the growth of a country, for the transformation of a people. It is very important for there to be an effort to begin to develop women to not just develop women and have them sort of sitting in leadership roles. It's to have an active role in leading companies, leading in the civil sector, leading in politics. It is through that lens that a country such as the DRC will be able to thrive and be able to impact people's lives no matter what. So that's my message. The other part of this, I have a much longer presentation, but the other part of this is that my company, Leaders Transform, along with Sedeco and American University, we're going to be offering a women's leadership development program. It'll be a 3-month program. There'll be executive coaching as part of that. There'll be an opportunity to really expand and grow women's confidence as leaders, women's executive presence as leaders, understanding how to get results from diverse groups of people. And so I want to invite you, if it's something you're interested in, if you're listening on chat, please put your information in that you'd be interested in learning more.
for the opportunity to share just a little bit. I have much longer presentation, so if there's questions and answers, we're really happy to answer. So thank you so much for the opportunity. Thank you, Jenny. Thank you so much. I know it's very early where you are, so thank you for joining us. We'll hear more of you, of course, as you said, you're building with us this leadership program for women, and I know all the women here are looking forward to hear more about this. So I hope you stay online and you keep following the forum, and then we catch up with you after that. Merci. Alors, le leadership transformationnel que nous allons décliner aujourd'hui, en ce moment, au leadership féminin. Je vais demander aux dames ici présentes, quelle est la corrélation qui doit exister entre le leadership, mais la particularité qui est attendue du leadership féminin? Mesdames, c'est un workshop, ce n'est pas un panel. Ça veut dire qu'ici, les conversations sont beaucoup plus fluides. Celles qui veulent intervenir peuvent lever la main et on va leur accorder la parole. Particularité du leadership féminin. Vous êtes des femmes leaders dans ce que vous faites. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous démarque du leadership j'aime pas dire le leadership masculin, mais j'aimerais juste dire le leadership qui n'est pas féminin. Qui va intervenir? Très bien, Madame Kanouda, allez-y. Je vais me lancer. Alors, bon, tout d'abord, je crois que c'est une belle opportunité. Je vois que vous avez mis les jeunes d'un côté, les moins jeunes de l'autre, mais... Merci, vous allez comprendre. Mais en entendant ces jeunes dames se présenter, on sent déjà que le monde a beaucoup changé. Parce que quand moi j'avais vos âges, malheureusement, les hommes ne nous donnaient pas l'espace que vous avez aujourd'hui. La société ne nous la donnait pas. On a dû au contraire se battre, je pense, pour que peut-être qu'aujourd'hui ce soit plus facile pour vous. Mais ce qui est important, je pense, c'est que je n'aime pas toujours parler de la différence qu'il y a entre les femmes et les hommes, parce que je me dis toujours que à l'école, à l'université, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de cours pour les femmes et des cours pour les hommes. Nous avons tous les mêmes cours, nous avons tous les mêmes examens, et nous réussissons soit de tous, ou alors on rate. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec la femme. Ce qui fait que moi j'ai des filles, et je n'aime pas dire je n'ai que des filles. Je dis toujours j'ai 2 filles, et quand on me dit que des filles, je dis non, j'ai 2 filles. Parce que mon père n'aurait pas honte de moi. Il ne me changerait pas pour un homme. Et je pense que c'est déjà ça qu'en tant que femme, nous devons avoir dans la tête. Et j'aime bien prendre cet exemple, excusez-moi pour celles qui l'ont déjà entendu, mais quand on regarde un petit bébé fille et un petit bébé garçon, le petit bébé garçon, il est toujours paresseux, il veut toujours manger, il veut toujours téter en fait. Alors que la petite fille est très active, elle est très très vite. Hein, pour les parents qui sont là, le verront. La fille, le bébé fille est très très active. Ensuite, on arrive au-delà de 1 an. Le bébé fille devient propre, alors que le petit garçon continue toujours à faire pipi au lit. C'est plus difficile. Alors, c'est déjà que la fille a quand même certaines prédispositions organisationnelles, je dirais. Ensuite, on avance 10, 11 ans, la fille devient déjà une petite maman à la maison. Alors que le petit garçon reste un petit enfant et il veut toujours jouer. 16 ans, 17 ans, c'est là qu'on commence malheureusement à perdre un peu les filles quand les parents ne jouent pas bien leur rôle. La fille commence à se rendre compte qu'elle doit plaire aux garçons. Donc, elle a tendance à moins vouloir pousser sur son intelligence, à plus se tourner vers elle-même et à chercher à plaire. Et pour peu que les parents ne soient pas là, que les parents laissent passer cette période-là, c'est là que la fille a tendance à perdre l'avantage, en fait, qu'elle a.
Ça, c'est dans la croissance. Mais maintenant, dans le domaine professionnel, j'ai toujours travaillé dans le secteur minier, qui est un secteur très masculin, on le dit. Mais certaines études ont été faites et ont montré en fait que quand une femme conduit par exemple les tout gros tracteurs que vous voyez dans le secteur minier, on se rend compte que quand les femmes conduisent par exemple, je prends juste cet exemple-là, ces tracteurs, elles les entretiennent beaucoup mieux, ils se cassent beaucoup moins et ils tombent beaucoup moins en panne. Donc c'est juste pour vous dire qu'une femme est capable de faire exactement ce qu'un homme peut faire, mais elle peut le faire aussi avec ce côté beaucoup plus féminin. Et ici, je veux vraiment attirer l'attention sur le côté intelligent. Elle est capable de faire exactement ce que l'homme peut faire. Et en plus de ça, apporter sa touche plus féminine. Parce que j'ai l'impression que dans la société, on veut absolument mettre notre féminité avant le tout. Avant tout, et oublier notre intelligence. Et moi, aujourd'hui, je voudrais juste encourager les jeunes dames à vous dire que restez féminines, je veux dire, elles sont toutes très belles ici, mais ce qui est important, c'est qu'elles ont autre chose aussi. Elles ont exactement ce que les hommes ont. Donc, je vais peut-être juste m'arrêter là. Alors, j'apprécie beaucoup cette remarque très inspirante. Les femmes ont les atouts, les mêmes atouts que les hommes, la même intelligence, et parfois, pourquoi pas plus. C'est les opportunités peut-être qui manquent. Je vais retourner la question de ce côté. Cette séparation n'était pas sur base d'âge, mais c'était plutôt par rapport à l'expérience et au cursus. Aujourd'hui, il y a une remarque qui se fait par la jeune femme congolaise en disant que nous n'avons pas de repères, nous n'avons pas de mentors, nous n'avons pas de personnes pour nous orienter. Elles sont pleines d'énergie, pleines d'initiatives, mais c'est les repères qui manquent. Je vais demander à l'une des dames ici de dire, est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Il y a des entrepreneurs, il y a des personnes qui sont dans le corporate world, vous êtes toutes dans des activités différentes. Est-ce qu'en tant que jeune femme leader congolaise, vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus d'orientation par les leaders seniors? Je vais prendre la parole pour cette question. Je ne sais pas si c'est mon micro ou bien... Je disais que j'allais prendre la parole sur cette question. Déjà, je suis ingénieure de formation. C'est vrai que je ne l'ai pas dit quand je me suis présentée. Les repères, certes, ils en manquent, mais en fait, le problème, c'est qu'on cherche parfois à avoir des repères, soit qui soient de même sexe que nous, du même genre que nous, soit alors dans le même domaine que nous. On a eu un atelier dernièrement au travail. On a posé la question, qui sont vos repères? Et en fait, les gens ont commencé à chercher Michelle Obama. Bref, on cherche les repères souvent loin, mais parfois nos premiers repères, ce sont nos parents, ce sont nos sœurs, ce sont ceux-là avec qui on fréquente, ceux-là qui sont avec nous au travail. Oui, c'est vrai, on manque de repères, mais sur quoi? Parce qu'il faudrait pas qu'on se fixe, on se dise que voilà, telle personne doit exactement, ou bien je dois être vraiment comme cette personne. Et non. On voit le bon côté dans chaque personne et on essaie de tirer le profit dans chaque personne. Et aussi, on essaie d'être les repères pour d'autres personnes. Comme disait mon père, qui est mort malheureusement, ou heureusement, il disait, en fait, on ne se rend pas compte des personnes que nous influençons. Peut-être que tu fais ta route, tu ne te rends pas compte que dans le silence, il y a des gens qui t'observent. Aujourd'hui, je suis contente de voir toutes les dames qui sont en face de moi. J'ai eu l'occasion de rencontrer Clarisse dans une autre conférence. J'ai causé avec Madame Raïssa une fois sur LinkedIn, je ne sais pas si elle se rappelle. Mais en fait, c'est juste pour dire que il y a des repères, mais il faudrait que nous fassions l'effort, soit d'apprécier à leur titre-valeur ou sur un domaine précis. Et aussi, en retour, nous avons plus petits que nous qui nous observent et nous devons être des références pour eux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bonne question, je vais passer très bonne remarque. Donc, les repères sont là, mais par contre, on ne cherche pas toujours au bon endroit, si j'ai bien compris.
Nous allons arriver vers vous parce que la dame à côté de vous avait levé la main avant. Elle va compléter. Je vais utiliser ceci. En parlant de repères, comme elle a dit tout à l'heure, c'est difficile en tant que femme d'avoir un repère que juste dans un seul domaine. Donc je ne vais juste pas prendre quelqu'un comme repère et la calquer complètement. Ce qui nous manque des fois, parce que moi je travaille plus aussi comme Madame Marie-Chantal, dans les domaines qui sont complètement masculins. Je suis capable de prendre un tracteur, de monter dessus une excavatrice, un dozer et de construire une route avec des hommes. Et c'est très rare de s'asseoir et de voir une femme qui fait la même chose que moi. Pourtant, des fois, ça fait plaisir de savoir que je peux conduire une voiture, je peux conduire un tracteur, je peux aller dans le bureau, je peux faire des enfants, je peux. Et je connais dans mon domaine une femme qui peut faire chacune de ces choses. Et chaque fois qu'on essaie de pénétrer, la phrase qui me fait le plus mal, c'est « Il n'y a pas assez de femmes dans le domaine. »« Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es ici? Est-ce que tu es folle? Pourquoi tu as une femme ici ?» Et en fait, c'est ceux qui nous font mal parce que la société n'a pas encouragé les femmes à se lancer dans des domaines qui, naturellement, n'étaient pas les leurs. Donc... Ok, les domaines qui ne sont pas les leurs, nous avons beaucoup d'exemples ici des femmes qui sont dans des domaines qui sont typiquement attribués à l'agente masculine, mais qui se sont démarquées dans ce qu'ils font. Madame Alou va nous dire quelque chose à ce propos après l'intervention de monsieur. Merci. Par rapport aux repères, ce que je peux dire, c'est que les repères, il y en a effectivement. Les repères féminins, il y en a. La difficulté peut-être, c'est que ces repères-là ne se mettent pas trop, ne se rendent pas trop disponibles. Nous avons un repère devant nous, donc... Et pourtant, nous avons la Kaba avec nous, nous avons un repère devant qui s'est rendue très disponible aujourd'hui. On peut applaudir pour elle encore une fois. Malgré son agenda très chargé, elle devait être aux côtés du chef de l'État en ce moment. Allez-y, donc il y a la disponibilité. Tout à fait, donc les repères, il y en a effectivement. Le travail qui va être fait, c'est celui de faire en sorte que, comme Kelobant vient de le faire aujourd'hui, c'est de prendre ces repères, de le rendre disponible par rapport aux jeunes. Alors, donc, du moment que le jeune ne le voit pas, du moment qu'elles ne sont pas coachées, elles vont croire que le repère n'existe pas. Et là, elles ont du mal à pouvoir s'orienter. Donc, ce travail doit être fait et par les repères femmes elles-mêmes, mais aussi par tous ceux et toutes celles qui ont la responsabilité de pouvoir encadrer la jeunesse. D'accord. Je vais aller vers Madame Alou, qui a quelque chose à nous dire par rapport à la spécificité et la particularité du domaine dans lequel il évolue, qui est souvent considéré comme un monde où il y a plus d'hommes. Est-ce que c'est parce qu'on ne crée pas assez d'opportunités pour que les femmes puissent joindre ce secteur? Est-ce que déjà à la base, les orientations professionnelles nous dirigent vers d'autres domaines? Ou est-ce que la femme ou la jeune fille s'auto-stigmatise en se disant aussi que ce n'est pas un domaine auquel je peux adhérer? Ce qui revient à votre question initiale du leadership féminin, revient en fait à notre capacité de faire travailler les gens ensemble et être inclusifs. Il n'y a pas de secret. Si on veut avoir de la place, il faut pouvoir quelque part prendre sa place. Il faut qu'il y ait des personnes qui vous laissent la place. Il faut qu'il y ait des personnes qui vous mettent en avant. Aujourd'hui, vous pouvez inviter Clarisse, moi ou notre ingénieur, parce que ça va faire 8 ans que l'on travaille à mettre en avant les profils STEM dans notre pays, et notamment les profils STEM féminins. Il y a 8 ans, personne ne parlait de nous, personne ne pensait à nous. Et quand je dis nous, c'est STEM, hein, hommes et femmes. Là, pour l'instant, je ne fais pas de différence. Et beaucoup plus les femmes, parce que nous faisons un travail, mais conscient, calculé, que pour mettre en avant un maximum de filles et de femmes en avant.
Parce qu'il faut à la fois travailler d'un point de vue subconscient et il faut travailler d'un point de vue conscient. Et pour travailler d'un point de vue conscient, il faut agir au niveau de l'éducation et notamment au niveau de nos manuels et de nos programmes. Avec ma sœur, en 2012, on a écrit un livre sur les physiciens. Enfin, donc je voulais, dans les cours de physique, je me rends compte que si je veux pouvoir attirer l'attention de mes étudiants, je dois donner une anecdote sur ces physiciens parce qu'ils ont l'habitude de penser que ce sont des extraterrestres et ils se demandent, mais qui sont ces gens qui nous emmerdent avec ces lois qui portent leur nom? Et donc, c'est plus intéressant quand je peux raconter une histoire sur l'un de ces personnages. Ça permet de détendre l'atmosphère et de pouvoir aller maintenant dans l'étude de la loi en question. Et en préparant le livre, on s'est rendu compte, donc le livre c'était d'Archimède au 19e siècle, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de femmes dans les manuels scolaires. Alors, vous allez penser à Marie Curie, mais Marie Curie c'est le 20e siècle, donc elle n'était pas dans la tranche que l'on avait traitée. Alors, ça a l'air bête, mais ça a un impact énorme sur autant les hommes et les femmes. Si vous ne parlez de jamais aucune femme dans ces domaines, qu'est-ce que tout le monde se dit? Ben, c'est qu'elles n'ont pas participé, elles n'existent pas et que c'est pas leur domaine. Enfin, je veux dire, on veut même pas être méchant. Je veux dire, naturellement, on va penser à ça. Et donc, du coup, j'ai rajouté un chapitre que j'ai justement intitulé « Mais où sont passées les femmes ?» Et quand on étudie l'histoire des sciences, on se rend compte que systématiquement, elles ont été utilisées, mais mises à l'écart. Aujourd'hui, on peut aller à l'université, mais parce que derrière, il y a des femmes qui se sont battues pour que nous, on ait à l'université, déjà le droit de vote. Mais pour que, et ça, Nicole en parlera, mais pour qu'on ait le droit à l'université, quand elles rentraient dans les départements de physique à Paris, tous les hommes criaient « la science se fait entre hommes ». Pas entre femmes. Imaginez que vous rentrez dans une salle avec une centaine d'hommes qui, lorsqu'ils vous voient arriver, vous crient « la science se fait entre hommes, mais pas entre les femmes ». J'aime bien dire ça ici, c'est comme si nous, noirs, on rentrait dans une salle, on rentrait « ah, mais la science, ça se fait entre blancs, pas entre noirs ». Imaginez un peu. Et donc, ces femmes, il y en a qui on a utilisées dans les universités, mais sans les payer, qui n'avaient pas droit à être payées. Et pendant des années, une mathématicienne a comme ça travaillé sans jamais être payée parce qu'elle n'avait pas le droit à l'être. La France est l'un des pires pays qui a été le plus en retard à ce niveau-là. Et donc, il y a eu comme ça toute une série de femmes dont on a retiré la maternité aussi de leurs travaux parce qu'elles étaient mariées à un autre scientifique et donc on a donné la paternité de leurs travaux aux scientifiques. Il faut savoir que Marie Curie a eu son prix Nobel que parce que Pierre Curie a exigé que sa femme ait le prix Nobel avec elle. Donc il y a donc du coup, et aujourd'hui on perpétue ça sans s'en rendre compte. Et donc nous on a voulu dans ce livre, en parlant de ces quelques physiciennes et mathématiciennes, justement rappeler qu'on doit mettre en avant les femmes pour rappeler qu'elles sont là, qu'elles existent, et que c'est une bêtise immense que de les maintenir à l'écart des travaux de recherche de la science, parce que là c'est mon domaine, mais c'est valable pour tous les domaines, qu'une équipe n'est efficace que si elle est diversifiée. Et quand je parle de diversification, je parle pas seulement de genre en termes d'hommes, femmes ou de jeunes et de vieux, mais je parle aussi en termes de provinces, d'ethnie, parce que c'est les réalités de nos États, de nos nations. C'est ça qui fait notre richesse et c'est ça qui, pour moi, fait la différence dans le leadership féminin. C'est de notre capacité à travailler ensemble, à collaborer et à se mettre, en tout cas, c'est le travail que nous, on a fait, à se mettre mutuellement en avant. Ça, c'est notre vraiment philosophie avec la semaine de la science. C'est qu'on veut mettre en avant toutes les personnes qui sont dans notre domaine, les hommes comme les femmes, on ne fait pas de différence, mais c'est vrai que j'ai une tendance à pousser pour qu'il y ait un maximum de filles plutôt que de femmes. Mais c'est ça qui fait vraiment, à mon sens, la force de notre leadership. En tout cas, c'est comme ça que moi je travaille dans mon domaine et que je pousse autant toutes les femmes, tous les jeunes que je rencontre à travailler dans le sens. Et c'est ce travail qui fait la différence aujourd'hui. Beaucoup de sacrifices effectués au fil des années pour qu'aujourd'hui nous puissions parler leadership féminin, que nous puissions être assis ici. C'est aussi un travail de collaboration, un travail de cohésion. Il faut qu'on parle de la femme dans les différents secteurs où on l'exclut systématiquement.
Mais il y a des domaines où nous voyons clairement, ici en RDC particulièrement, qu'il y a des avancées. Comme on l'a dit tout à l'heure, Excellence. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire, Excellence, Madame, c'est une chose qui n'aurait jamais pu être imaginable il n'y a pas très longtemps. Cette transformation est en train d'arriver à vive allure. Il faut qu'elle soit aussi canalisée. Est-ce que vous le pensez ou pas? Mais je le pense absolument, parce que tout part des représentations sociales et culturelles que nos amis d'en face, donc les hommes, sans être dans une bataille, c'est pas ça, se font du statut de la femme. C'est de là que ça part. Et quand vous observez bien, le souci, c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'un homme se représente la femme? Comme j'aime bien le dire par des exemples, je suis une preuve vivante de la difficulté pour cet homme-là de voir que j'ai un statut qui me permet d'être comme lui. Me voilà, et merci beaucoup, c'est elle qui m'a rappelé ça, merci. Voilà que je suis invitée à une conférence, je irai très vite. Une conférence sur les 10 ans de la Constitution. Un programme. Le projet est là, etc. Et puis, à un moment donné, l'organisateur s'aperçoit qu'il n'y a pas de femme. Donc, j'étais invitée après, je vous expliquerai pourquoi. Qu'il n'y a pas de femme. Et il comprend que les bailleurs de fonds pour cette conférence ne vont pas lui payer complètement s'il n'y a pas de femme. Et soudain, il pense à Madame Boitia. Il m'appelle. « Allô, prof ?»« Oui, prof, comment ça va ?»« Bien, ça va et toi ?» ?»« Dis, est-ce que tu peux venir m'aider ici? Là, j'ai pas de femme ici. Hein? Viens un peu m'aider pour ma conférence ici. J'ai pas de femme, viens. » Je dis, pardon? André, je raccroche et rappelle-moi, invite-moi mieux. Je raccroche. Il me rappelle. Mais je comprends pas. Je te demande de venir. Et tu veux pas venir? Toi qui aimes bien parler, viens, non? André, invite-moi mieux que ça. Crac. Et la troisième fois, André m'appelle. Ok, j'ai compris. Est-ce que tu peux me faire l'honneur, en tant que professeur de droit, d'assister ou d'être conférencière à la conférence que j'organise, qu'on a organisée, etc. Je dis, là, tu as compris. Ce n'est pas parce que que tu es en carence de femmes et que tu as besoin de remplir une forme de statistique que tu m'utilises moi. Et je dis ça pour les jeunes. Jamais accepter cet état réducteur. Pourquoi? Parce qu'il est professeur comme moi. Il a le même grade que moi. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de moi pour justifier son truc? J'aurais pu dire non. Et comme il connaît ma valeur, c'est pour ça qu'il m'a appelé. Il aurait pu appeler n'importe qui, il m'a appelé moi, pour rehausser aussi son truc. Et évidemment, au moment où il faut me donner le thème, quel thème il choisit? La parité entre les femmes et les hommes. Je dis, voilà encore, tu réduis. Tu aurais pu me donner les élections, tu aurais pu me donner, je ne sais pas moi, la nationalité, et je t'aurais montré que je suis capable. Tu me réduis à la femme. Je dis, bon, comme je t'ai trop torturé, j'accepte. Me Rosanga se sautait. Voilà. Donc, c'est vraiment la représentation que l'on se fait. Et je dis, et je le dis toujours dans mes conférences, refusez, mais refusez qu'on vous tire vers le bas, refusez qu'on ne reconnaisse pas en vous votre valeur et votre potentiel. C'est grâce à ça que vous allez vous lever ici et parler sans peur, sans crainte, mais bien au contraire, avec la conviction que je suis un être humain et j'ai le droit de m'exprimer et de montrer que j'existe. Excellent. Donc, la femme ne devrait pas accepter d'être dans une représentativité plastique. Moi, j'appelle ça une représentativité plastique. C'est très... c'est fake, au fait. C'est pour un checkbox, pour qu'on dise, ouais, la femme était là, elle était présente. Mais on ne lui donne pas l'opportunité de se faire valoir de par ses compétences, ses connaissances. On devient un peu une femme Barbie. Je crois que les femmes que nous avons ici ne font pas partie de ces femmes-là parce qu'elles ont un mot à dire. Je vais vous passer la parole, les deux dames, comme ça vous allez nous dire. Par rapport à votre rôle, je sais que vous êtes présentées tout à l'heure et vous portez toutes plus de 3
4 casquettes. C'est pas simple. J'ai entendu 5, 6, 7, présidente, avocate, représentante, tout ça. Ça demande beaucoup pour pouvoir optimiser vos compétences quand vous êtes sur tellement de chevaux de bataille. Mais en même temps, la femme, souvent, n'a pas le choix. Nous sommes des multitasques naturellement, puisque nous sommes des professeurs, nous sommes des mamans, nous sommes tout ça. Mais vous qui aspirez à avancer dans ce leadership, dans ce que vous faites, comment est-ce que vous arrivez à optimiser ce que vous faites ayant autant de casquettes dans le contexte actuel? Je vois Madame Kouna, la grimace. La grimace, vous êtes dans un domaine très particulier. Vous pouvez nous dire ce que vous faites. Comment vous le faites? C'est aussi un domaine qui est assez nouveau ici, que vous avez fait revivre, puisqu'avant, on ne parlait pas beaucoup de café, mais surtout par la voix d'une jeune Congolaise. Parlez-nous un peu des challenges à avoir autant de casquettes, parce qu'au-delà de ça, vous faites autre chose. Oui, effectivement, je ne fais pas que le café, mais on me connaît plus principalement pour mon café. C'est un milieu particulier parce que c'est un milieu d'hommes d'un certain âge, qui aiment qu'on les appelle papa d'ailleurs. C'est très affectueux, mais au final, quand eux vous appellent ma fille ou ma chérie, c'est aussi réducteur. Parce qu'un collègue homme du même âge que moi, on ne va pas l'appeler mon mignon ou mon chéri. Donc, très bien. Donc ça annonce aussi une familiarité où on sort du monde professionnel. Je pense que toutes les femmes ici ont déjà reçu, dans le cadre professionnel, des grands patrons qui, au fil de la conversation, commencent à dire « bonne nuit » avec le petit smiley qui fait un bisou ou un petit cœur, et on sort vraiment du monde professionnel, tout simplement parce que aujourd'hui encore, au XXIe siècle, notre crédibilité est remise en cause. On va croire qu'il y a un père derrière nous. Nombre de personnes pensent qu'il y a un mari derrière moi, un frère, un oncle, un père, et que du coup, mes 20 hectares, c'est pas les miens, je les ai forcément hérités. Ma stratégie, ça sort pas de ma tête. On m'a forcément soufflé ce que je devais faire. Et donc, il faut se battre 2 fois plus et montrer les résultats. Et ça me fait penser à une anecdote toute simple qui est arrivée dernièrement. On a de plus en plus, donc je commercialise un café, je produis et commercialise un café, et on a de plus en plus de points de vente. Donc il me fallait un nouveau chauffeur-livreur. Je demande conseil à des amis et on me conseille un papa, comme ça, très bien, il conduit très bien, il est à l'heure, tout va bien. On fait une première journée ensemble et le lendemain, le monsieur ne vient pas. Alors j'appelle, il décroche pas, il vient pas. J'insiste, et puis au bout d'un moment, il décroche son téléphone et il me dit qu'il ne peut pas travailler pour moi parce que je suis trop jeune et je suis une femme. Oui, bouh. Et voilà, et ça le dérange. Et ça le dérange parce qu'il a l'impression que je veux imiter les hommes. Il trouve qu'il y a quelque chose qui cloche, il me voit un peu active. Bref, ça le met mal à l'aise. Et il ne sait pas travailler avec moi. 2 semaines plus tard, le monsieur me rappelle, il me demande à me voir, j'accepte, je ne suis pas rancunière, et puis je suis curieuse de savoir ce qu'il veut me dire. Il vient avec son téléphone, il me montre une photo, et il me montre sur son téléphone son fils qui tient mon café. Et il me dit, mon fils, qui est ma fierté, est très motivé par tout ce que vous faites, il n'arrête pas de me parler de vous, et il a acheté ça, et voilà, il vous aime bien, quoi. Et j'aimerais réintégrer votre société. Bon, j'ai dit non, pour des raisons de valeur, mais voilà, on en est encore là au XXIe siècle. C'est-à-dire où il faut prouver quand même notre valeur, il faut s'expliquer, et il faut toujours se justifier. Pourquoi on fait ça? Comment on le fait? Comment on peut être plus capable qu'un homme? Pourquoi il ne faut pas nous envoyer des cœurs? Donc tout ça, ça fait quand même partie d'une force, mine de rien, qui nous aussi nous permet d'avoir d'autres armes. Moi aussi, j'aime pas qu'on compare les femmes et les hommes perpétuellement comme si
on venait de 2 planètes différentes, mais ça nous donne quand même aussi une force, une certaine combativité à la longue, parce qu'on commence à avoir la peau dure face à beaucoup de critiques, et du coup, on est plus résistant, même quand finalement on est entouré d'hommes d'un certain âge. Très bien. Un point souligné ici, c'est par rapport aux hommes qui continuent à observer une certaine ligne de conduite. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Mukuna, un petit smiley, un petit bisou, quelque chose qu'on ne ferait pas systématiquement avec un collègue homme. On ne l'appellerait pas le mignon, mon chéri au bureau. Et il y a des occasions, même on t'appelle la fleur du bureau. C'est-à-dire que c'est toute une culture, une façon qui... Ça transforme au fait la femme dans le milieu professionnel. Vous, en tant que senior dans votre domaine, comment avez-vous fait pour surmonter ces challenges-là qui est présent, qui a toujours été présent, clairement, et qui va continuer à l'être si nous ne changeons pas, si nous n'assainissons pas notre milieu de travail qui accorde à la jeune femme aspirante les possibilités, les opportunités de se faire valoir au-delà d'être une fleur, une chérie ou tout ce que vous voulez, s'il vous plaît. Merci. Je dirais que tout dépend de la personnalité d'abord. Je parlerai particulièrement de mon domaine où pour la plupart des cas j'ai été victime des stéréotypes liés au sexe, liés à la race, liés à l'âge, liés aux origines. Je m'explique. Ici en RDC, généralement, il y a très rare des femmes qui sont dans les domaines de recherche et surtout dans mon domaine, qui demandent beaucoup de descente sur terrain où nous devrons au préalable mettre notre féminité de côté et travailler comme des hommes. Et quand nous allons dans certaines formations où on travaille avec d'autres partenaires dans d'autres cieux, et c'est là que ça devient plus choquant. Vous entrez dans un laboratoire et on vous dit d'emblée, ne touchez à aucun matériel. Ne touchez à aucun matériel. OK, c'est pas grave. Donc déjà, on suppose que, quelqu'un qui viendrait de l'Afrique, 2, je m'excuse, de la RDC, et 3, une femme ne serait vraiment pas à la hauteur d'utiliser nos matériels sans les abîmer. Et inévitablement, c'est un grand choc. Mais en fait, je me suis servie de ce regard de la société pour me forger. Je me suis dit, OK, comme tel est le cas, si tel est le cas, je veux travailler dur jusqu'avant la fin de cette séance, que je sois la personne qui soit le chef de tous les groupes. Et généralement, c'est ça, c'est là que je vais rejoindre madame. Le plus important n'est pas le regard des autres sur nous. Le plus important, c'est la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes, les forces que nous décelons en nous-mêmes et les faiblesses que nous avons que nous transformons en force. Parce que sans discipline, sans détermination et sans personnalité, je peux vous rassurer, quels que soient vos bons projets, vous serez toujours écrasés, vous serez toujours noyés. Et c'est là même ce qui m'a motivée à pouvoir encadrer la jeunesse féminine dans le domaine de STEM, des sciences et technologies. La plupart de ces jeunes filles sont victimes, permettez-moi l'expression, d'une cannibalisation des projets. Elles ont des projets d'innovation, mais quand elles en parlent malheureusement aux bons dragueurs, les grands hommes d'affaires, quand elles leur parlent du projet, à la fin, ces projets n'est que lettre morte et utilisé par ses bailleurs ou ses partenaires. Et la plupart de ces jeunes filles se désorientent. Vous allez voir une fille finir en biologie et la retrouver à la caisse d'une banque. Excusez-moi, il n'y a pas de saut métier, mais le plus important, c'est de capitaliser le potentiel. Et c'était choquant que de perdre des intelligences pareilles. Après plusieurs échanges, ces filles m'avoueront la vérité en me disant que, madame, nous avons la volonté, mais il nous manque quelqu'un qui puisse mieux nous encadrer dans notre domaine sans pouvoir profiter de notre intelligence. Et c'est là, comme Raïssa l'a dit, le travail part de plusieurs paramètres. C'est intellectuel, c'est dans le subconscient, c'est le conscient. Et comme madame l'a dit aussi à côté, tout dépend du rendu intellectuel. Qu'est-ce que tu es capable de donner? Quelle avancée tu es capable d'apporter? Et quelle innovation tu es capable d'apporter pour pouvoir changer la donne? Parce que je peux vous rassurer, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes,
la nature est faite de telle manière à ne pas céder la place. Donc, dans quelque domaine que ce soit tu t'imposes par ton rendement, soit tu es encadré par un bon mentor qui finalement, avec le cours du temps, pourrait t'ouvrir des horizons. Alors, au regard de tout ça, je lance un appel à toutes les dames que je trouve ici présentes, dans quelque société qu'elles soient, dans quelque domaine que ce soit. Le plus important est aussi de ne pas travailler de façon disparate. Parce que si nous mettons ensemble notre diversité dans cette unité, je vous assure, ce n'est pas une bataille, mais nous allons atteindre les objectifs escomptés en ce qui concerne la représentativité des femmes dans les domaines scientifiques, dans les domaines de la société civile, dans le gouvernement et même dans toutes les sphères de la société. Et aussi, ça c'est vrai, nous sommes certes combattus, mais il existe aussi une prédation qui ruine les domaines des femmes. J'utiliserai mes propres termes, hein, l'esprit de crabe, donc un esprit de panier à crabe. Vous avancez difficilement, vous arrivez là. Quand vous cherchez à tirer l'une des vôtres, c'est la même qui va travailler à la destruction des autres. Ou inversement, celles qui sont déjà arrivées bloquent la porte aux autres. Il est certes vrai que c'est un grand combat pour les femmes, mais essayons dans la mesure du possible, comme le professeur l'a dit, de créer une plateforme où nous connaissons nos valeurs, mais où aussi nous pouvons valoriser les autres dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, c'est un bon exemple pour dire qu'il n'y a pas de domaine spécifique. Oui? Vous voulez enrichir? D'accord, il y a un micro là, et puis nous allons prendre madame ici qui voulait aussi intervenir. Ce qu'a dit Clarisse est vrai, mais là où j'aurais quand même insisté sur une chose, et je pense que nous sommes toutes ici la preuve, c'est qu'il y a une génération qui change. Je pense que ce soit Marie-Chantal, que ce soit Nicole, si nous on peut être là, c'est précisément parce que c'est tout à fait le type de leadership qui ouvre la porte aux autres. Et ça, je voudrais vraiment le faire remarquer parce que on peut penser qu'il y a, c'est vrai, et je dis c'est une réalité, que le panier à crabe, ou qu'on essaye de, moi je prends la place et puis j'écarte les autres. Mais il faut avoir conscience que ce n'est pas toujours vrai, et il y a par contre des femmes et des hommes extraordinaires qui ouvrent la passe, qui sont inclusifs, qui aident et qui nous permettent d'être là. Et c'est vraiment cet esprit que l'on veut cultiver, ce sont ce type de personnes que l'on veut mettre en avant. Et comme j'ai le micro, ça me donne vraiment l'occasion de dire merci à Marie-Chantal, et vraiment merci à Nicole, parce que c'est vraiment grâce à elle et aux hommes que l'on a que l'on a eu dans nos parcours et qui nous ont permis d'être là. Parce que nous, on est dans des domaines où il y a peu de femmes. Mais justement, si on est arrivé ici, c'est parce qu'il y a eu toute une série d'hommes qui, eux, ont justement aplani le terrain pour nous permettre d'être là. Et donc, je voudrais vraiment faire remarquer ça et que l'on garde bien ça en tête. Alors, il y a de l'opposition de l'autre côté du podium ici, par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous aimons challenger, au fait, parce que nous pensons que c'est peut-être des générations différentes et qui ont une expérience différente. Challenger, s'il vous plaît, mesdames. Merci pour la parole. Je pense que, heureusement, j'ai croisé les doigts pour ne pas que Madame Raissa finalement dise ce que j'avais prévu de dire depuis le début. Parce que déjà, j'allais dire que je pense que j'ai peut-être une conception différente des autres dames qui ont parlé tantôt. On a dit ici que la femme a l'impression d'avoir l'homme comme adversaire. Notre problème, c'est au fait l'homme. Et moi, j'ai dit toujours que je pense que le problème de la femme, ici, on est en RDC, c'est d'abord la femme elle-même. Madame Nicole a dit tantôt que nous devons voir la perception, nous devons, connaître la perception de la femme par l'homme. De la femme, ah oui, merci pour l'éclaircissement. Et dans le même angle d'idée, moi j'ai dit que nous devons aussi tenir compte de la perception de la femme par l'autre femme. Parce que sincèrement, je ne sais pas, peut-être si dans les milieux où je travaille, ça m'arrive de travailler avec les hommes aussi, mais j'ai l'impression que les hommes me facilitent beaucoup plus la tâche que les femmes. Je travaille avec les hommes, je suis éditrice d'un journal, donc je suis patronne d'un média, et sur 11
personnel, il y a à peine 3 femmes en dehors de moi. Donc, je travaille avec 7 hommes et je suis première vice-présidente de l'Association nationale des éditeurs des journaux du Congo. Dans le comité directeur, on est à 10 et il n'y a que 2 femmes. L'autre femme, elle est trésorière, puisque moi, je suis première vice-présidente. Elle est trésorière, elle a le même âge que ma mère. Et je suis la seule à avoir moins de 30 ans. Et je suis pratiquement la seule jeune dame. Et ça ne s'y sent même pas. Ça ne s'y sent pas. Les hommes avec qui je travaille me traitent comme un être humain. Et déjà, peut-être parce que c'est comme Madame Clarisse l'a dit, ça dépend aussi de la manière, de la personnalité de la personne. Moi, je dis jamais, même quand il faut rester travailler jusqu'à 22h, j'aime pas qu'on dise que non, elle, c'est une femme. Et peut-être une petite précision, je suis maman aussi. Dire que non, elle a un enfant, c'est une femme, on doit la libérer plus tôt. Moi, je dis que non, si on doit publier une édition à 6h, et que tout le monde doit rester travailler jusqu'à minuit, j'y reste aussi. Je suis une femme, oui, mais j'ai accepté de travailler. Mais par contre, travailler avec les femmes, parce qu'on a parlé tout à l'heure de repères. Par rapport aux repères, moi, je pense qu'il y a 2 problèmes. Les repères, il y en a. En tout cas, en RDC, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples des femmes leaders. On en a en face de nous, qui nous inspirent. Mais moi, je pense que les problèmes, c'est la disponibilité de ces femmes leaders. Quand on a besoin, est-ce qu'elles sont disponibles pour être mentors? Elles n'ont toujours pas de temps. C'est difficile, en tout cas, d'avoir toutes ces femmes-là dans des conférences. Peut-être oui, ça arrive par chance. Vous pouvez tomber sur une, mais elles ont tellement des agendas chargés qu'elles ne peuvent toujours pas répondre aux invitations des jeunes. Mais l'autre problème aussi, c'est le conflit de génération. Elles ne veulent... En tout cas, moi, alors, nous sommes en train de bouger, toucher à des questions très sensibles. Permettez-moi quand même de chuter. Moi, j'ai l'impression que laissez madame nos mamans, son avis sur son expérience. Les plus expérimentées, les plus grandes, les mamans, comme elles aiment qu'on dise, ne laissent toujours pas la place aux jeunes. Elles ont l'impression que si elle est là, c'est peut-être parce qu'elle veut... En tout cas... Je me permets de les dire, même si je ne voulais pas. Il y a beaucoup de caméras ici. Moi, je suis journaliste. Je ne veux pas citer les médias, mais il y a des médias ici en RDC où vraiment, quand vous prenez même le temps de regarder la télé, vous allez vous rendre compte, parlons de la chaîne nationale, n'allons même pas loin. Vous n'allez jamais voir une jeune dame de moins de 25 ans, parce que moi, j'ai obtenu ma licence à 23 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a des licenciés qui peuvent aussi aujourd'hui présenter les journaux, la grande édition à la RTNC, par exemple, mais on n'a pas. Généralement, c'est des stagiaires, c'est des collaboratrices. Et déjà, quand elles viennent en tant que stagiaires, bon, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai travaillé à la RTNC pendant 1 an. Quand elles viennent en tant que stagiaires, on ne leur donne pas l'occasion, l'opportunité d'intégrer totalement ce monde parce que les dames les plus âgées ont l'impression qu'en venant, peut-être elle est jeune, elle parle peut-être bien, elle est intelligente. C'est comme si on allait enlever leur place. Et si nous, on venait, elles n'allaient plus avoir la chance de présenter. Alors qu'elles devraient nous ouvrir les portes, au fait. C'est dire que oui, si elles sont là, elle est brillante, je dois lui laisser l'occasion, l'opportunité de briller en ce moment. Peut-être que les jeunes, je crois que j'y vais carrément un tyran. Attendez, parce que là, ce côté du podium commence à chauffer. Mais excusez-moi, moi, en tout cas, j'ai parlé de l'expérience personnelle. C'est ce que j'ai vécu et je devrais quand même le dire. Est-ce qu'on peut applaudir? Je pense que le problème de la femme, c'est la femme elle-même. Monsieur, nous viendrons vers vous. Le débat à ce niveau se pose à un certain niveau qu'il faut qu'il y ait des réactions à chaud. Je crois... Non, parce que madame a demandé il y a longtemps aussi. J'essaye de... Non, c'est mieux. C'est mieux. Moi, j'ai dit que les hommes ne posaient pas problème. C'est mieux. Il n'y a pas mieux. Problème avec les c'est mieux. Ben non, il n'y a pas mieux. Je ne suis pas d'accord avec le mieux. Est-ce que les autres femmes ici sont d'accord qu'on ne veut pas de mieux? Applaudissez, s'il vous plaît. Merci d'avoir retiré. Ok, parfait. Merci. Voilà, nous commençons à arriver à quelque chose. Est-ce que vous accordez, madame? Je suis fair-play s'il veut vraiment parler, mais ensuite je parlerai en fonction peut-être de mon expérience et vous verrez que ce que vous vivez n'est pas particulier à vous aujourd'hui. Très Donc bien. je laisserai monsieur parler. Gracieusement, merci. La parole a été cédée à monsieur. Notre compatriote vient de dire que les femmes sont un obstacle aux femmes. Moi, je pense que non. Ce qu'elle vient d'évoquer, peut-être les hommes ne le disent pas,
les jeunes hommes vivent la même chose vis-à-vis des hommes vieux. Alors, si on prend cet indicateur, cet indicateur doit en principe être rendu nul parce que... ça s'applique à tous les genres. Oui, ça s'applique à tous Ce les n'est pas sexes. une Ça s'applique à tous les particularité. sexes. Mais par contre, je pense que les hommes sont obstacles qui conduisent à ce que certaines femmes puissent se comporter de cette façon-là vis-à-vis des femmes. Et là, j'évoque Est-ce que je peux rebondir sur là, ça? j'évoque comme madame la professeure l'a dit, la socialisation, en fait. Donc, notre société... Donc, c'est une question sociale, exactement. culturelle, socio-culturelle. Exact. La société a été conçue telle que l'homme pense que c'est lui le gérant, c'est lui les garants, c'est lui les patrons, c'est lui l'administrateur, c'est lui qui a tout le droit et il s'arroge tout le droit. Au point que ces comportements ont un effet négatif sur le comportement de tout le monde, de toute la communauté. Un leadership beaucoup plus autoritaire. Et cela touche au comportement et des hommes et des femmes qui adoptent ce que les hommes développent comme attitude pour faire croire à toute l'humanité que la femme ne devrait pas. Alors donc, en ce moment-là, ça va toucher le comportement de femmes adultes qui affichent ces comportements de méfiance vis-à-vis de jeunes. Okay. Mais en fait, ce n'est pas elles qui sont coupables. Donc, le coupable, c'est la socialisation. Donc les facteurs socio-culturels qui, eux, jouent, au fait, cet effet-là sur... Nous n'avons pas à déplorer l'attitude de nos grandes sœurs, sinon nous déplorerions aussi l'attitude de nos grands frères. Perspective d'un homme. Oui, Perspective d'un homme, je retourne la parole qui a été gracieusement cédée par Madame Marie-Chantal. Oui. Bon, déjà, moi j'ai toujours un problème avec ce côté de conflit de génération. Parce que je pense que c'est souvent un faux problème qui peut être tout à fait résolu dans des interactions comme celle-ci ou même autres. Je voudrais aussi expliquer à Madame que ce qu'elle vit, nous l'avons vécu aussi. Et je veux même dire que vous êtes beaucoup plus chanceuse, vous avez beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui. À vos âges, on ne nous invitait pas sur des plateaux comme ceci pour même avoir la parole. D'accord? Ça, je peux vous le dire, il y a plus de 20 ans, ça n'existait pas. Ça, c'est le deuxième point que je voudrais relever. Le troisième point que je voudrais relever, vous parlez du fait que on ne voit pas beaucoup de jeunes à la télévision, que ce soit la télévision nationale, et moi je dirais même au-delà de la télévision nationale, même les chaînes privées. Malheureusement, en RDC, la femme que l'on porte très haut, c'est souvent la femme politique. Il faut pas se mentir. D'accord? La femme politique. Okay. La femme que l'on voit à côté du chef de l'État, la femme que l'on voit dans toutes ces réunions politiques, c'est celle-là qu'on montrera à la télévision. Des profils comme les miens n'intéressent pas beaucoup. Non, c'est vrai, à la télévision, ça n'intéresse pas beaucoup et ça ne parle à personne d'ailleurs. Et je pense que c'est plutôt ce genre de choses qu'il faudrait changer. Donc, ce n'est pas une question tout simplement de jeunes ou de moins jeunes. Et puis ensuite, quatrièmement, si vous le permettez, je voudrais dire que il y a plusieurs années, j'ai eu à travailler et mon équipe était constituée pratiquement que de femmes. Et c'est vrai que les hommes de l'entreprise nous ont expliqué que les femmes ne font jamais rien ensemble, mais on leur a prouvé que c'était faux. Et je pense que c'est là qu'on revient avec le leadership. Quel type de leader êtes-vous? Très tôt, j'ai fait comprendre aux dames qui travaillaient avec moi qu'on n'était pas là en tant que femmes et on n'était pas là pour résoudre nos problèmes de femmes. Mais on était là en tant que personne et on était là en tant que employés qui avions des targets à atteindre. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver en tant que personne tout d'abord, avant d'être femme? Et il n'y a pas eu une équipe plus
compétente que celle-là. Et cela a été reconnu à tous les niveaux. Donc, c'est vrai qu'il y a parfois des femmes qui sont peut-être plus difficiles que d'autres, mais je me dis que quand on est leader, on doit pouvoir savoir comment interagir. Vous êtes des leaders, vous devriez savoir comment interagir avec nous. On nous fait le reproche, c'est vrai, de ne pas souvent être disponible. Mais vous savez, ce qu'être disponible, ça voudrait dire que chaque fois que quelqu'un vient vers vous, c'est pour lui trouver un emploi. Moi, je peux pas trouver un emploi à 56 millions de femmes. C'est très compliqué. Je ne peux pas être le mentor de toutes les femmes. Mais je veux dire, je peux l'être de certaines qui ont, parce que autant vous choisissez votre mentor, mais autant votre mentor doit aussi vous choisir. Effectivement. D'accord? Donc, je crois que si vous voulez bien le faire, vous devez le faire d'une certaine manière. Et puis, je vais dire encore une chose et je vais m'arrêter là parce que peut-être que j'aurai plus le temps après. Mais je pense aussi qu'en tant que femme, on doit voir en fonction de ce que l'on veut être dans la vie. J'ai eu à travailler pour que des groupes internationaux et à un moment, il fallait absolument que je sois basée dans d'autres pays. Mais j'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'avais un mari, j'avais des enfants qui étaient encore jeunes et ça ne m'arrangeait pas. Donc, j'ai expliqué à cet employeur-là qui me voulait que non, je voulais bien prendre le travail, mais je devais travailler à partir de la RDC. Je voulais bien travailler à partir de la maison. De toute façon, ça m'arrangeait bien parce que ça me permettait donc de suivre les enfants et de suivre, de contrôler ma maison, mais de voyager autant que cela serait nécessaire. Et ça a été fait. J'ai travaillé comme ça pendant plus de 10 ans. Hein. Je travaillais, donc le télétravail pour moi, je le faisais déjà depuis bien longtemps. Et j'essaye juste de vous dire qu'en tant que femme entrepreneur aussi, il faut comprendre le problème des autres femmes. Et c'est quand on les comprend qu'on a des femmes efficaces et, oui, très performante. Ce qui fait que j'ai pu travailler de la maison et c'est ce que j'appelle en fait de la diversité, mais avec l'inclusion, oui. Parce que c'est tenir compte du fait que j'étais mère, j'étais épouse, oui, j'étais mère, épouse, et que aller m'installer à New York ou à Paris ou à Londres n'allait pas convenir à ma vie. C'est vrai qu'il y en a qui préfèrent le faire comme cela, mais après, ne vous étonnez pas qu'il y ait que votre vie soit complètement unbalanced, déséquilibrée. Donc, je pense qu'il y a certaines choses en tant que femme, et là, j'ai parlé de plusieurs points, mais c'est juste pour dire que parfois, ne soyons pas trop difficiles avec les autres. Nous-mêmes, nous avons quelque chose à mettre dedans. Aujourd'hui, vous êtes plus jeunes, nous sommes plus vieilles. Ben, demain, je peux vous dire déjà que moi, pour ma cadette, vous êtes déjà vieille. Vous comprenez? Donc, la roue tourne, apprenons les unes des autres, et ça nous mettra dans un meilleur monde. Alors ça, c'est la diversité et l'inclusion. C'est de pouvoir s'accommoder, de pouvoir trouver une place pour chacun. Et ça ne tient pas, ça tient compte de l'âge, la différenciation dans les croyances, les orientations sexuelles, on en a parlé tout à l'heure. La diversité trouve un moyen d'accommoder chaque personne dans sa particularité. Et c'est là où ça remet en question cette problématique de conflit générationnel qui a été évoquée tout à l'heure. Mais je vais laisser quand même Madame Kouna dire quelque chose. Oui, à vrai dire, je voulais réagir dès la prise de parole de Madame, parce que j'étais pas d'accord à ce niveau-là. D'accord. Puis avec Ruth, puis avec Monsieur, puis avec tout le monde finalement. Je pense que l'erreur, c'est de penser qu'on doit nous laisser une place. On part souvent avec le principe qu'on doit nous aider, qu'on doit avoir un mentor, que quelqu'un doit nous coacher, doit nous montrer la voie. Personne ne nous doit rien. Le monde, on vit dans un monde capitaliste. On vit dans un monde capitaliste et on a beaucoup trop tendance à l'oublier. On n'est pas dans le monde des bisounours. Personne ne va décider de laisser sa place pour accueillir Madame Ruth et lui dire « vas-y, vole maintenant ». Personne ne va le faire. Donc, que Ruth soit une femme ou pas, monsieur l'a dit, même entre hommes, il y a cette problématique. C'est-à-dire que personne ne va s'effacer ou va aplanir le chemin pour dire « voilà, maintenant, devenez riche et multimillionnaire ». Personne ne va le faire, on vit pas dans le monde de l'abbé Pierre. Donc, à un moment donné, il faut aussi
prendre sa chaise et s'imposer. Parce que personne ne va se lever pour nous laisser nous asseoir. Et ça, je l'apprends de façon très dure dans le monde du café. Personne ne s'est levé en se disant « Oui, Tissia a fait du café, bravo, vas-y, lance-toi ». Au contraire, beaucoup de gens dans le monde du café ne sont pas contents de ce que je fais, en disant que le café de Kinshasa, la quinoise, est un café qui a moins de goût, je ne sais trop quoi. Et tout simplement, dans la vie, il faut savoir se battre. Et quand on veut être leader, vu que c'est le thème d'aujourd'hui, il faut savoir se battre, il faut encaisser les coups, il faut... voilà, aussi parfois donner des coups, c'est le monde des affaires. Sinon, dans ces cas-là, on devient tous Mère Teresa et puis on se demande... Non, mais c'est vrai, il faut aussi avoir cette réalité. Est-ce qu'on peut applaudir? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses à ajouter. Clairement, c'est... Merci beaucoup, Kavé. C'est un atelier qui devrait avoir lieu plus souvent, pendant plus longtemps aussi. Parce qu'il y a beaucoup à se dire, il y a beaucoup qu'on aimerait bien se dire, il y a beaucoup de questions à poser, il y a beaucoup de lignes qu'on remet en question, mais peut-être pas les opportunités de le faire. Et ça, c'est pourquoi Kelo Bantu a travaillé sur un concept de programme qui va se dérouler sur une période de 9 mois et qui aura des échanges comme ça entre les senior leaders féminins et des senior leaders junior, ce n'est pas vraiment le mot. Mais si tu me permets. Je vais intervenir. Je vais d'abord aussi réagir à ce que tu venais de dire, parce que tu as dit personne ne nous laissera la place. C'est vrai. Ce n'est pas un cadeau. Oui, mais par contre, on peut montrer la voie. C'est-à-dire que par le parcours de certaines femmes, justement, ça nous permet de s'y glisser. C'est-à-dire que parce que certaines femmes se sont imposées dans l'agriculture, dans le monde des mines, dans le monde de la recherche, que du coup, c'est plus facile pour d'autres. Donc, c'est-à-dire que certaines femmes, par leur parcours, indirectement, nous aident, nous, notre génération, aujourd'hui, à être là. Exactement. C'est frayer le chemin, leading by example. Au fait, c'est ça. Mais en même temps, il n'y a pas de cadeau qui sera fait, on est d'accord, mais n'oublions pas aussi qu'il y a des personnes défavorisées qui, eux, ont besoin d'un peu plus. Ça, on ne peut pas l'exclure. C'est vrai que nous encourageons tout le monde à travailler, nous encourageons à être des leaders, mais nous n'avons pas tous les mêmes opportunités ni capacités. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment mettre au centre aussi de nos ambitions, de nos projets, de nos parcours, de notre legacy, au fait, c'est qu'on laisse derrière notre héritage. Il y a aussi des jeunes femmes, vous avez l'opportunité de vous mettre ici aujourd'hui et de parler de votre parcours, mais il y en a d'autres qui n'ont même pas accès à la parole. Et c'est une grande partie des femmes qui sont dans cette situation-là, et il faut que ça change. Et ça ne peut changer que si tout le monde s'implique, tout le monde collabore, travaille ensemble, et inspirons aussi à bouger les lignes, à changer les choses. Kelo Bantu? Oh, oui. Je crois que nous avons une personne qui devait nous rejoindre. C'est Madame Nelly Chela. Vous êtes avec nous? Bienvenue, Madame Nelly. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Elle nous attend, ça fait très longtemps. Et elle nous rejoint du Katanga, si je ne m'abuse. Alors, on ne vous entend pas. Allô? Vous nous entendez? Oui, mais le volume est un peu faible. Là, vous m'entendez? C'est parfait, on vous écoute. Nous avons déjà commencé à discuter avec les dames ici présentes et nous sommes en train de chuter. Donc, nous allons vous demander d'avoir une petite intervention assez courte et nous allons poursuivre ces discussions plus tard avec toutes celles qui sont avec nous aujourd'hui. Présentez-vous à l'audience, qui sache qui vous êtes d'abord, et puis vous allez nous faire un petit sum-up sur le leadership féminin. Alors, je suis Nelly Chela Moutaï. Je suis juriste, agrégée en langue française, écrivaine, conférencière en leadership vertueux. Je suis aussi initiatrice du concours féminin d'éloquence. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce que toutes les dames ont dit et je voudrais vraiment qu'on les applaudisse parce qu'elles ont été parfaites. Elles ont dit ce que vous avez dit. Je suis vraiment très contente de ça. Ce que je pourrais apporter comme pierre de plus, c'est, je voudrais rappeler cette phrase que j'aime bien, que j'ai aussi écrite dans mon livre, qu'il ne s'agit pas d'être la parfaite photocopie d'une autre personne, mais que chacun de nous doit travailler sur
sur l'humain pour être chacune de nous, en fait. Nous devons travailler sur nous-mêmes pour être la meilleure version de nous-mêmes. Hein, parce que il s'agit pas d'imiter les hommes. Le leadership féminin, ce n'est pas imiter ce que font les hommes. Il s'agit de s'appuyer sur notre particularité. Hein, et la femme a beaucoup de choses à apporter à la société. Elle a la douceur, elle a sa façon particulière de gérer. Il ne s'agit pas de crier comme les hommes. Il s'agit d'être femme. Et ça, je pense que c'est très important. Même si nous sommes à la tête d'une entreprise, nous n'allons pas faire comme font les hommes. Nous allons apporter notre touche féminine. Et je pense que ça, c'est surtout ça que j'aimerais souligner, parce que les autres choses ont déjà été soulignées par les autres. Donc, je remercie beaucoup Kelo Bantu, oui, pour cette invitation. Je trouve cette initiative vraiment intéressante. Il faut que les jeunes et les moins jeunes aient l'occasion d'échanger, parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre les unes des autres. Donc, je remercie encore une fois cette initiative, et je pense que ça vaut la peine d'être répété, parce que les jeunes ont à apprendre des moins jeunes, et nous, les moins jeunes, les plus vieilles, si je peux le dire ainsi, nous avons... On essaye d'être diplomate. Bon, on peut applaudir pour Madame Nelly. Merci beaucoup pour votre intervention. Clairement, beaucoup à se dire entre femmes, mais il faut souligner que le leadership féminin ne s'applique pas seulement aux femmes. C'est très important, puisque quand on parle de leadership féminin, on ne voit que les femmes. Mais ce n'est pas le cas. Le leadership féminin peut s'appliquer des femmes aux hommes. Mais aussi les hommes l'appliquent à travers le gender mainstreaming. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire que dans la diversité, dans votre façon de gérer, vous tenez compte de la particularité de la femme pour l'accommoder, comme l'exemple qui a été donné ici. Quand il y a une opportunité de travail, ben, je suis aussi mère et j'ai besoin d'être avec les miens. Je peux quand même travailler, mais à distance, ou bien effectuer plusieurs voyages. Tout ça, c'est la diversité aussi et l'inclusion qui s'assure que nous ne sommes pas stigmatisés ou bien discriminés parce que nous avons une certaine particularité liée à la femme. Les dames, il faut que nous puissions chuter. Comme je l'expliquais tout à l'heure, nous avons un programme. Et je vois qu'il y a des questions dans l'audience. Nous serons obligés de les prendre pendant le lunch, puisque nous n'avons toujours pas pris le lunch et il se fait tard. Nous aurons un programme qui va continuer, poursuivre cette discussion autour de notre programme à Soleco Academy, qui est un programme de leadership féminin, qui sera aussi dispensé par l'un des coachs que vous avez rencontré, Madame Jenny, qui est l'une des initiatrices du programme également, certifiée par une université aux États-Unis, bien sûr. Et nous allons rendre les informations disponibles en espérant que les dames seniors vont se rendre aussi disponibles pour pouvoir accompagner celles qui pensent qu'elles n'ont pas assez de temps à les accorder, pour les accompagner. Et ensemble, nous allons voir comment est-ce que nous allons faire des ateliers spécifiques au leadership féminin qu'est l'Obantu. Je crois que ce serait une bonne idée, n'est-ce pas, Joe? Pardon? Les jeunes dames, est-ce que les jeunes dames qui ont été invitées pour... Oui. Excusez-moi, nous sommes très, très ouvertes à accompagner, comme vous l'aviez dit, mais généralement, il se pose souvent un problème. Hein. On nous prend de cours. Je prends le cas. Moi, j'ai des recherches et j'ai un calendrier des recherches. Nous allons vous prier bien gentiment de pouvoir peut-être nous communiquer le calendrier un peu plus tôt, et cela nous permettrait d'être totalement disponibles. S'il faut remarque notée. Merci beaucoup pour la disponibilité exprimée. Et une autre condition, à condition qu'elle nous appelle plus tout le temps senior. D'accord, je crois que c'est une forme de stigmatisation aussi. Hein. Donc voilà, nous allons conclure ici. Je vais remercier toutes les personnes ici sur le podium, j'allais dire toutes les dames, tenant compte du monsieur. Et nous allons, oui, on est obligé de chuter. Et non, malheureusement, cette discussion, on va la poursuivre au lunch. Ventre affamé n'a point d'oreille. On s'excuse encore une fois pour le retard que nous connaissions sur le programme. Ceci dit, applaudissez les dames et les messieurs, s'il vous plaît. Magnifique.
nous allons vous inviter à prendre aussi une photo de famille avant de partir, s'il vous plaît. Une belle photo de famille que nous allons mettre dans notre album. Et nous allons inviter tout le monde, ceux qui peuvent, à aller se joindre à nous pour le lunch qui est servi à la terrasse. 1 heure de pause, 45 minutes de pause. Après le lunch, nous avons 2 ateliers qui vont nous accueillir. Les dames, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les dames. S'il vous plaît. One meeting. Kilo Bantu. OK. Donc, nous ne voulons pas que vous